Bonjour à tous, comment allez-vous? Vous savez ce que j'aimerais? J'aimerais pouvoir parler français. Je suis désolée. Vous pourriez me l'apprendre le français? Super. Vous savez ce qu'on appelle une personne qui parle qu'une langue? Un américain. Ouais, tout le monde ici parle plus d'une langue, hein, il me semble. Je suis impressionnée. Ma femme en parle 4. Ma fille parle 5 langues. Moi, une seule. Donc, je me réjouis de passer un peu de temps avec vous en tant que leader. Je suppose, puisque vous êtes des VIP, combien d'entre vous vous considérez-vous comme un leader aujourd'hui ou un leader à l'avenir? Levez la main. Super. Donc, vous êtes au bon endroit. Donc, je vais passer quelques temps à discuter avec vous. Et je vous félicite. Enfin, non seulement vous, mais tous les organisateurs de cet événement, parce que c'est l'événement générique de marketing de réseau jamais organisé en France et en français. Donc on peut s'applaudir pour cela. Et pour vous donner une petite idée, nous avons fait notre premier événement GoPro, je crois, il y a 14 ans environ, à Las Vegas. Et l'événement, qui a duré 3 jours, a réuni 200 personnes. On est dans une petite pièce dans l'hôtel Monte Carlo. On a organisé un événement de 3 jours. C'était très réjouissant. Ensuite, nous sommes passés à 400, à 800, à 6000, enfin bref. Et en décembre dernier, il s'agissait de 64 000 personnes du monde entier. Donc, votre premier événement, ici, fait la même taille de ce que nous avons développé en 4 ans. Donc, imaginez-vous bien. Et si ça continue, je ne sais pas si ça va continuer, ça dépend de vous, mais si ça continue, ça va ne faire que grandir. Vous verrez, on va remplir un stade de foot bientôt. Et cela en quelques années. Ça serait super, non? Ça serait super. Beaucoup de gens ne pensaient pas que ce type d'événement n'était même possible aux États-Unis. Est-ce que l'on pourrait réunir des gens de différentes sociétés dans la même pièce? Est-ce que cela serait possible? Est-ce que l'environnement serait un environnement de confiance, dans une ambiance de confiance? Alors tout le monde doit faire attention et tout le monde doit s'assurer que personne de votre équipe ne fait de prospection ici, dans cette salle, parce que cela le ruinerait pour tout le monde. Et puis ces dernières années, eh bien, ça s'est assez bien passé. Nous avons dû demander à quelques personnes de s'en aller, parce qu'elles devenaient un peu trop agressives. Elles arrivaient dans la salle, leurs yeux s'écarquillaient comme ça, et chaque fois que quelqu'un devait aller aux toilettes, eh ben, c'était l'occasion de les suivre et de les alpaguer. Mais non, on a grandi, et on a grandi. Mais je suis ravie de cette conversation. Demain, nous allons encore avoir beaucoup de formations à faire. Je passerai 3 heures avec vous pour vous apprendre à être plus efficace en tant que leader de marketing de réseau. Nous allons parler de relations, nous allons parler de beaucoup de choses ensemble. Mais aujourd'hui, ce que je souhaite faire, c'est vous parler pendant 45 minutes à 1 heure
de concepts et d'idées en matière de leadership pour vous aider à croître, à grandir, à développer votre business. Et si on a le temps, eh bien, on fera une série de questions-réponses. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, j'ai tout vu. J'ai travaillé avec un coach, avec à peu près 400 personnes qui travaillent dans ce domaine et qui se font 4 millions de dollars par année. J'ai travaillé avec plus de 12 d'entre eux qui gagnent plus d'1 million de dollars par mois. Enfin bref, il y en a énormément qui font plus de 100 000 dollars par année. Donc, en marketing de réseautage, vous savez, il y a beaucoup de possibilités et ça fait 35 ans que je travaille dans le domaine. Donc, je crois que, bon, j'ai quelques connaissances et puis peux vous parler de ce qui fonctionne dans le temps et de vous parler de ce qui fonctionne maintenant. Maintenant, dans les organisations qui croissent le plus vite aujourd'hui. Je peux descendre là, les ordinateurs, ça va pour vous? Public, ok, tout le monde est ok? Bon, je vais descendre, alors s'il vous plaît, mettez un peu de lumière et puis on va pouvoir discuter. Très bien. Alors, plus tard ce soir, nous pourrons prendre des photos. Je comprends qu'on va s'amuser, prendre quelques photos sympas, personnaliser un peu notre rencontre. Demain, nous ferons un peu la même chose. Il me semble qu'à la fin, ce sera le moment des photos. Mais pour commencer, avant de prendre vos notes, je vais faire un petit inventaire là, parce qu'il y a différents groupes de personnes et je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, hein. Mais il y a 4 différents niveaux ici en matière de marketing de réseau. Donc des stades de développement. Le premier stade va de 0. Bon, moi je parle au dollar, vous pouvez convertir. Je parle de 0 à 100 000 par année. Donc ça, c'est la première étape en matière de bénéfices, de gains. Et ça, c'est l'étape la plus difficile. Parce qu'en fait, lorsqu'on est au premier stade, il est essentiellement défini par beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, de détermination, d'acharnement. Vous faites tout. Vous faites tout le travail. Vous faites tout le recrutement, toutes les formations, tous les démarrages, tous les appels Zoom. Vous invitez tout le monde. Vous vous assurez que tout le monde se présente à l'événement. Et si vous ralentissez pendant ne serait-ce que le quart d'une seconde, hop, il y a tout qui explose. Et ça, c'est vraiment l'étape la plus difficile, parce que lorsqu'on parle du marketing de réseau, on dit que cela peut vous donner de la liberté, du temps, de l'argent, la duplication. Un revenu résiduel, mais en fait, au premier stade, vous n'avez rien de tout ça. Vous n'avez pas plus d'argent, vous en avez moins, vous n'avez pas plus de temps, vous en avez moins, vous n'arrivez pas à atteindre la duplication. C'est tellement frustrant au départ. Est-ce que vous êtes rendu à la convention de votre société? Oui? Ok. Alors, est-ce que vous voyez la personne, vous la visualisez là sur la scène? Ils sont là, ils parlent. Du fait qu'ils ont 3000 personnes sur leur équipe. Dans leur équipe, pardon. Et vous vous dites, mais comment est-ce possible? Comment est-ce qu'ils ont pu justement grandir autant? Vous allez leur parler, ils ne comprennent rien au plan de compensation et là vous vous dites, mais c'est pas possible. Lors de la première réunion à laquelle je me suis rendue, la première grande réunion,
J'étais là, j'étais prêt, j'étais excitée. Le premier grand congrès. Et s'il y avait eu une pièce et une réunion comme celle-ci, je m'y serais rendue, même sans l'argent, même sans l'invitation, je me serais cachée quelque part pour prendre des notes et écouter parce que je voulais absolument pouvoir participer. J'étais intéressée, j'étais réjouie, je regardais tous les témoignages, ça me plaisait tellement. Et ensuite, on rentre chez soi et puis le quotidien reprend. Je rentrais chez moi, j'avais plein de bonnes intentions. Et puis la prochaine fois que je revenais à l'événement, c'était toujours la même chose. J'étais toujours le seul en train de recruter pour mon équipe, le seul en train de travailler. Et puis tous ces zéros dans le back-office, et comment est-ce que je pouvais développer, me fier à ces zéros. Mais qu'est-ce qui se passait avec ces gens? Quel était le problème? Et cela m'a pris 3 ans et demi pour passer à l'étape numéro 2. Vous voulez passer à la deuxième étape? Eh bien vraiment, c'est ce qui est le plus difficile. Et il faut passer au deuxième stade, seul, pour pouvoir avancer. Il ne s'agit pas de trouver un distributeur magique, il ne s'agit pas de trouver la solution idéale, il faut être ambitieux, il faut être fort, il faut être déterminé. Combien d'entre vous avez déjà dépassé la première étape? Combien d'entre vous êtes à l'étape numéro 2 ou 3 ou 4? Dites la vérité. Oui, alors je vais vous dire que alors que le premier stade est extrêmement difficile, qu'il n'est pas drôle, que vous manquez de liberté, de temps, vous êtes en train de faire du babysitting pour vos équipes, vous faites le travail pour tout le monde, c'est l'horreur. Vous commencez à vous demander, mais est-ce que le marketing de réseau fonctionne vraiment? Est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment? Qu'est-ce que je fais là? Mais si vous restez, que vous travaillez, que vous essayez, vous arriverez au deuxième stade. Et le deuxième stade, là, on passe de 100 000 à 200, 250 000. Et là, il s'agit de la duplication. Il y a d'autres personnes qui commencent à se présenter et à travailler alors que vous n'êtes pas au turbin. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns et c'est un début. Quelques leaders là qui commencent à travailler, que vous soyez là ou pas, même si vous dormez, vous êtes en vacances, vous faites autre chose, ils sont là en train de travailler. Ils sont au stade numéro 1 et ils ont décidé de se lancer. Super. Je vous promets que si vous vous accrochez, éventuellement, cela se passera. Mais il faut payer le prix. Et ce n'est pas drôle. Ce n'est pas simple. Ça va à l'encontre de ce que l'on vend. On vend de la liberté et au départ, c'est pas du tout ce que vous avez. On vend des choix, des idées, du temps, de la liberté et au départ, vous n'avez rien de tout ça. Donc, c'est l'étape de la duplication. Étape numéro 2, génial, super, fantastique, je peux me reposer un peu, donnez-moi encore s'il vous plaît. Je vous parlerai de certaines de ces choses aujourd'hui et je développerai encore demain. Troisième étape. Là, on passe de 250 000 à 1 million. 250 000 à 1 million par année. Troisième étape. Et là, le stade 3 est défini par la promotion. Je ne sais pas comment dire ça, mais bon, je vais le présenter différemment pour voir comment je peux bien l'expliquer. La capacité de promouvoir quelque chose, de convaincre les autres,
de s'engager dans une campagne, la possibilité de promouvoir votre système, votre équipe, vos événements ou vos concours ou le lancement de votre nouveau produit. La capacité d'engager les gens, de les exciter, de les réjouir, de les intéresser. Lorsque les gens commencent à vraiment gagner de l'argent, ils ont passé l'étape 1, ils ont payé le prix, ils commencent à avoir de la duplication et quand ils commencent à comprendre la promotion, comment ils commencent à comprendre comment attirer les gens à ce genre d'événement, quand ils commencent à comprendre comment faire en sorte que les gens utilisent le produit de façon efficace et constante, alors là, ils apprennent à promouvoir le système au sein de l'organisation et d'utiliser les outils qui fonctionnent le mieux. Ils apprennent à promouvoir l'activité qui vous aidera et qui aidera quelqu'un à obtenir des résultats. Les promoteurs, être promoteur est un vrai compliment. Un des meilleurs compliments que je peux vous faire. Les promoteurs sont ceux qui rapportent et qui gagnent l'argent. Si vous arrivez à ce stade, eh bien, vous allez commencer à bien encaisser. Vous n'avez pas besoin d'être si doué. Qui ne va pas vouloir aller plus loin après avoir participé à cet événement? Les promoteurs ont une vision et ils ont la capacité de communiquer cette vision. Les promoteurs réussissent à engager les gens, à leur montrer ce qu'ils peuvent atteindre. Les promoteurs réussissent à motiver les autres. Alors, le plus vite vous atteignez le stade de promoteur, le mieux. Et je vais vous dire un secret. On parle des 7 compétences. Est-ce que vous avez lu le livre sur ce thème? Il est traduit, je crois, hein? Oui, il y a quelques copies qui tournent là. Donc, je parle de 7 compétences. La prospection, l'invitation, la présentation, le suivi, la fermeture, commencer et ensuite démarrer des événements. Moi, j'étais terrible. J'étais nulle. Sauf pour l'un d'entre eux, la promotion. Lorsque j'ai démarré, j'avais 23 ans dans cette profession. Mes amis et moi, on commençait un vendredi matin, on s'est dit, bon, allez, on va faire une fête ce soir. Et je devais m'assurer que cette fête était géniale. Donc, je le disais à tout le monde, allez, organisez vos calendriers, changez vos plans, ce soir, on va s'éclater. Venez. Et c'est ça qui m'a sauvée. Parce que j'étais nulle. Dans tous les autres domaines, j'étais nulle. Et cela m'a grandement aidée. D'ailleurs, ça m'a sauvée parce que lorsque les gens venaient voir l'événement, l'événement leur plaisait. Alors, pour moi, il s'agissait de réunir les gens. Donc ça, c'est le stade numéro 3, la promotion, être promoteur. Et le 4e stade, on parle de plus d'1 million. Et il s'agit du développement en matière de leadership. Donc, développer des leaders dans votre équipe. Le leadership est l'atout le plus important dans ce domaine, dans le marketing de réseau. Si vous avez des bons leaders, eh bien, ils vont solutionner tous les problèmes. Si vous avez des bons leaders dans votre équipe, vraiment des bons leaders, eh bien, ils seront impossibles à arrêter. Les gens vous diront, non, Paris, c'est pas possible, on peut pas développer à Paris. Mettez un leader à Paris, placez-le là-bas, vous allez voir, ça va décoller. La géographie n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la présence d'un leader. Lorsqu'un leader est là, tout change.
Je vais vous donner 5 caractéristiques d'un leader. Je vais les écrire et je vais demander à quelqu'un de les mettre à l'écran. Donc, je vais les dire en anglais. Et ça, c'est mon point de vue personnel, je précise. Vous pouvez après écrire votre propre liste. Premièrement, ils sont indépendants. Et ce que j'entends par là, c'est pas qu'ils font leurs propres activités. Ils ne changent pas le système ou quoi. Mais ils ne sont pas dans le besoin. Ils n'ont pas besoin de moi. Pour recruter, par exemple. Ils n'ont pas besoin de moi pour développer une équipe, pour en créer une. S'ils sont là, à Lyon, à Nice, où que ce soit, eh bien, ils vont s'activer. Et ils vont créer des équipes, ils vont avancer. Moi, je suis une ressource, je les aide, mais je ne suis pas là pour les pousser. Ils sont autonomes, indépendants et dynamiques. Donc, je n'ai pas besoin d'être derrière eux tout le temps, bien qu'ils aient peut-être besoin de soutien de temps en temps. Ensuite, deuxièmement, ce sont des personnes qui trouvent toujours des solutions. Lorsqu'il y a un problème, ils trouvent une solution. Et rapidement. Et en fait, un de mes mentors, Jeff, il avait un truc. Les gens venaient vers lui avec une problématique négative. Et il commençait à exprimer donc ce négativisme. Et en fait, il les regardait, confus, et puis il partait. Et en fait, il ne rentrait pas en jeu, en conversation avec quelqu'un qui était négatif. Il refusait de se prendre au jeu, il refusait de gaspiller de l'énergie. Et en fait, il partait. Et il y a des gens qui pensent qu'ils sont vraiment très doués dans la solution de problèmes. Et en fait, ils sont plutôt très doués à refiler le bébé à quelqu'un d'autre. Ils le donnent à la direction régionale, à la société, à l'entreprise, à quelqu'un de l'équipe. Mais bon, en fait, ils refilent le bébé à quelqu'un d'autre. Hop, débarrassé. Problème résolu. Non, alors ça, c'est pas un problème qui est résolu. Là, on regarde le problème, on l'examine, on réfléchit, on l'analyse. On communique peut-être. Il y a peut-être un problème d'ego. En tout cas, la personne apprend à déterminer, à identifier le problème et à le solutionner. Et parfois, ce sont les personnes qui sont le problème. Lorsque je fais de la formation en matière de leadership, j'utilise cette phrase. Envoyez toujours du négatif vers le haut plutôt que vers le bas ou sur les côtés dans votre équipe. Vous avez déjà entendu ça? Alors, je vais corriger ça, attendez. On n'a pas besoin d'envoyer du négatif vers le haut non plus. Croyez-moi, votre leader connaît déjà tous les problèmes. Il ou elle n'a pas besoin de vous d'agir, de faire la police au niveau des problèmes, qui est en fait une façon un peu déguisée de faire du commérage et de venir l'informer des problèmes. Concentrez-vous sur votre affaire. Bon, moi j'ai eu un leader une fois, enfin un ami qui est devenu leader, et il venait toujours me dire, mais t'as entendu, t'es au courant, tu sais ce qui s'est passé? Et au fait, tu sais que ça a pris 1 mois pour ce produit-là? Est-ce que tu as entendu que le service après-vente a été désagréable? T'as vu qu'il n'y avait même pas de traduction sur le site? Et est-ce que t'as vu? T'es au courant? Et toujours des critiques. Et j'étais là, mais oh là là, t'es pas fatigué de faire la police des problèmes? Et il m'a dit, mais de quoi tu parles? J'ai dit, mais comment est-ce que cela t'aide dans ton affaire? Je t'assure que la société est au courant.
Je suis certain que la société est au courant de tous les problèmes que tu as identifiés. Ah Eric, tu ne veux pas entendre la vérité, c'est tout. Mais moi, j'entends ça que de ta part, hein. Il n'y a que toi qui me rapportes ces problèmes. Ben oui, c'est parce que les gens ne disent pas la vérité, c'est tout. Soyons honnêtes. J'ai dit non, non, c'est pas ça. J'ai dit ils viennent te voir toi parce que tu es un aimant du négatif. Les gens savent que tu vas les écouter. Tu vas écouter leurs excuses et tu vas donner de la valeur et de la vie à ces excuses. Et ensuite, tu vas essayer de me les refiler à moi. Je dis, quand tu arrêtes de faire vivre les excuses, tu vas voir, ton affaire va décoller. Vous pouvez prendre note de ceci si vous voulez. 99% du temps, quand les personnes viennent vers vous avec un problème, eh ben, c'est eux le problème. Et le plus vite vous comprendrez cela, le plus vite vous serez plus efficace dans la gestion de votre équipe. Et juste une autre astuce par rapport à la solution de problème, parce que c'est tellement important dans notre activité. Quand est-ce que... Alors, voyons voir. Par exemple, s'il y a un mauvais comportement dans votre équipe, quelqu'un est désagréable, quelqu'un est impoli, pardon, quelqu'un fait le machiste, est raciste, quelqu'un couche à droite à gauche au sein de l'équipe, un de vos leaders a un problème d'addiction, et bon, les gens sont au courant, enfin bref, il y a un problème. Peut-être que c'est un problème de commérage. Peut-être qu'il pique des organisations auprès des uns des autres, d'un autre pays, ou essaie de réorganiser, de s'approprier des choses qui appartiennent à d'autres. Quand est-ce que on doit... Quand est-ce que l'on doit identifier ce problème et en parler? Eh bien, moi, je dirais dès le départ. Dès le début. Voilà, on aime bien être poli. On aime bien se dire, bon, peut-être que c'était une erreur, peut-être que c'était pas voulu, pas intentionnel. On est un peu diplomate, poli, c'est pas vraiment, bon, mon problème. Cela ne relève pas de mes responsabilités. Je vous assure que si vous laissez glisser, bon, c'était juste peut-être un petit écart. Peut-être que c'était juste une mauvaise blague. Ah, de dire que quelqu'un est un idiot ou ah, c'est très drôle, la société est nulle. Très drôle, très drôle. Des fois, c'est une blague, des fois, on fait semblant que c'est de l'humour. Mais des fois, ça se reproduit encore et encore. Il y a quelqu'un qui couche avec quelqu'un de votre équipe avec qui il ne devrait pas avoir de relation. Quelles sont les conséquences de ce genre de choses pour une organisation? Si on attend, si on laisse les choses empirer. Si vous avez un peu d'expérience, vous le savez. C'est comme si on lâchait une bombe dans votre équipe. Ça détruit tout. Ça détruit la confiance, la crédibilité. Ça détruit tout et c'est terrible. Donc, voilà ce que font les gens qui sont vraiment des gens qui résolvent les problèmes. Eh bien, dès l'instant où quelqu'un fait une blague qui n'est pas gentille, même des toutes petites choses, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on peut laisser tomber. Eh bien non, il faut les prendre avec vous et leur dire, je pense que c'est pas une bonne idée de dire ce genre de choses dans la culture de notre entreprise, de notre projet, parce que même si tout le monde a ri, ça a quand même fait de la peine à quelqu'un. Dès l'instant où
cela se produit. Ce que j'essaie d'apprendre aux leaders qui réussissent, c'est que s'il y a un monstre qui est né à l'intérieur de votre équipe, il faut tuer ce monstre alors qu'il est encore dans l'œuf. Et voilà ce que je veux dire par là. Je ne parle pas de la personne, évidemment, je parle bien sûr du comportement. Le monstre, c'est bien le comportement. C'est ce comportement qu'il faut tuer dans l'œuf. Tuer dans l'œuf avant qu'il ne puisse se voir pousser des ailes, avant qu'il ne commence à cracher du feu, avant qu'il ne commence à devenir trop visible dans les événements de votre entreprise, dans vos conventions, avant qu'il ait un badge et que les gens commencent à se dire « Oui, bah, j'imagine que ça doit être la culture de l'entreprise, j'imagine que c'est comme ça que ça se passe ici ». Les grands leaders remettent ce genre de comportement en question. Si vous avez des dragons, je suis sûre que vous avez des dragons dans votre équipe. Si vous avez un peu d'expérience, vous en avez forcément. Et ça prend parfois un peu de temps de s'en débarrasser. Une fois que le monstre est adulte, bien c'est difficile de s'en débarrasser. Ça a des conséquences. Ça prend un peu de temps. Mais il faut prendre cette décision et ce dès maintenant. La plupart des gens attendent que quelqu'un d'autre corrige les mauvais comportements qu'ils constatent au sein de leur organisation, plutôt que de dire eux-mêmes « Non, ça n'est pas possible. Personne d'autre ne va le dire, il faut que je le dise moi-même. » Alors, si vous voulez être excellent en marketing multiniveau, il faut être quelqu'un qui résout les problèmes. Il faut être très indépendant. C'est quelque chose que l'on peut apprendre d'ailleurs. Tout ce dont je vous parle aujourd'hui peut être appris. Absolument tout s'apprend. Ça n'est pas un don naturel avec lequel on est né. Donc l'indépendance, la résolution de problèmes, et troisièmement, c'est aussi la cohérence. Les grands leaders ont une base de cohérence que d'autres gens n'ont pas. Il y a un niveau au-dessous duquel ils refusent de chuter. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la phrase suivante. Travailler pendant 3 à 5 ans, comme d'autres ne travailleront pas, pour pouvoir avoir pendant le reste de votre vie ce que d'autres gens n'ont pas. Vous avez déjà entendu ça? Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on entend aussi en France. Cela n'a absolument rien à voir avec l'entrepreneuriat, ni avec ce que nous faisons aujourd'hui. Montrez-moi un entrepreneur qui va travailler pendant 3 à 5 ans et ensuite prendre sa retraite. Montrez-moi un. Combien d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses connaissez-vous? Est-ce qu'ils vont travailler 3 à 5 ans et ensuite partir à la plage? Ils iront à la plage et ils y monteront une entreprise. Ils feront quelque chose, c'est sûr. Marina et moi, nous travaillons très dur. Pas parce qu'on est obligé. C'est quelque chose d'instinctif qui se passe dans notre monde. Et je vais partager ça avec vous dans un instant. Mais et ça vous paraîtra peut-être bizarre à certains d'entre vous parce qu'il y a 2 types de personnes dans ce monde. Il y a des gens qui ont l'esprit d'employé et d'autres qui ont l'esprit d'entrepreneur, l'esprit d'entreprise. Et si vous gardez cet esprit d'employé, eh bien, vous allez avoir bien du mal à réussir dans nos activités. Les employés se concentrent sur les droits. J'ai des droits. Les entrepreneurs se concentrent sur leurs responsabilités. Les employés sont très doués pour suivre les ordres. Ils viennent à l'heure, ils font ce qu'on attend d'eux, ils font ce qu'on leur dit, ce sont de bons petits soldats. Et c'est facile pour la plupart des gens. En fait, je pense qu'on est tous nés entrepreneurs, absolument tout le monde. Tous les humains naissent entrepreneurs. Tous les gens qui reviendront aussi dans la pièce demain. Tout le monde est un entrepreneur né. Mais nous avons souvent, nous perdons cette étincelle parce qu'on est traité comme des employés depuis notre plus jeune âge. Et comment est-ce qu'on traite un employé? On dit à un employé, fais ce que je te demande de faire, sinon il y aura des conséquences. Lave-toi les dents.
sinon il y aura des conséquences. Finis tes légumes, sinon il y aura des conséquences. Arrête de taper sur ta sœur, sinon il y aura des conséquences. Parle à ta mère sur un autre ton où il y aura des conséquences. Et ensuite, on va à l'école. Est-ce que ça s'arrête une fois qu'on arrive à l'école ou est-ce que ça continue? Ça continue, bien sûr. Arrive à l'heure, sinon il y aura des conséquences. Comporte-toi correctement ou il y aura des conséquences. Assure-toi d'avoir de bonnes notes parce que sinon il y aura des conséquences. Sois une gentille petite fille, sois un gentil petit garçon. Quand on dit gentil, là, ce qu'on veut dire en fait, c'est sois un bon soldat, un bon petit soldat qui suit les ordres. Ne réponds pas. Ne réfléchis pas trop loin. On n'a pas besoin de ta créativité. On a besoin d'avoir les chiffres, la bonne réponse au questionnaire à choix multiples. Et puis, pour certaines personnes rejoignent l'armée. À l'armée, est-ce que ça s'arrête ou est-ce que ça continue? Est-ce que l'une d'entre vous a déjà été à l'armée? Ouais, quelques-uns, quelques-unes. Ouais. Donc pour ceux d'entre vous qui ont fait l'armée, à l'armée, est-ce qu'on peut faire tout ce qu'on veut? Ben non. Il faut suivre les ordres, sinon il y aura de terribles conséquences. Ensuite, on trouve un boulot. Et qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel? Eh bien, on nous dit la même chose. Ça se passe aussi dans nos organisations religieuses, ça se passe absolument partout. On est programmé depuis notre plus tendre enfance à simplement éteindre notre esprit créatif et à suivre les instructions. Qui êtes-vous pour réfléchir? Pour remettre en question les gens qui sont plus hauts que vous dans la hiérarchie? Faites ce qu'on vous dit. Alors, vous rejoignez une organisation comme celle-ci, et certains d'entre vous, encore maintenant, avez gardé cet esprit d'employé. Vous vous débrouillez plutôt bien parce que vous avez des gens au-dessus de vous qui vous disent quoi faire. Vous avez une entreprise qui vous donne une direction à suivre, et vous suivez les instructions. Mais je vais vous dire une chose qui arrive, qui est incroyable, qui est un peu folle avec les employés par rapport aux entrepreneurs. Si j'évoque le mot travail, peu importe où, sur la planète, ceux d'entre vous qui parlent l'anglais ou qui sont bilingues, répondez à cette question si vous le pouvez. Quand je dis le mot travail, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? L'argent? Quoi d'autre? Le stress? Quoi d'autre? Les commandes? Quoi d'autre? Les règles? Quoi d'autre? Le fun? Ok. Le temps? La dépression? La passion? Ok. Donc certains d'entre vous comprennent. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de leaders parmi nous aujourd'hui. Mais si j'évoque tout cela, et si je demande à n'importe qui ici, et que je demande à 100 personnes, admettons, ici même à Disney, à votre avis, qu'est-ce qu'ils répondent? Quand je leur demande le premier mot qui vient à l'esprit quand je dis travail, ils répondent stress, obligation. Ils répondent énergie négative, travail avec des gens avec lesquels j'ai pas envie de travailler. Salaire trop bas. Embouteillage. Rester loin de mes enfants. Ne pas avoir le temps ni la liberté. Généralement, les réponses sont tout à fait déprimantes. La plupart des employés, de ceux qui réfléchissent comme des employés, quand on leur dit travail, à votre avis, quel est leur objectif? La totalité de leur objectif. L'objectif, c'est de ne pas travailler ou de s'éloigner autant que possible du travail. Oh Dieu merci, on est vendredi. Parce que demain, je ne suis pas obligée de travailler.
Oh mon Dieu, on est dimanche soir, demain c'est lundi, il va falloir demain que je retourne au travail. J'ai vraiment hâte qu'on soit au mois d'août, parce qu'au mois d'août, j'aurai enfin des vacances et je ne serai plus obligée de travailler, n'est-ce pas? C'est comme ça que réfléchissent la plupart des gens. La plupart des gens rêvent de prendre leur retraite. Se disent « Oh mon Dieu, si seulement je pouvais prendre ma retraite parce que je ne veux pas travailler. » Ils travaillent juste assez longtemps, ces gens-là, pour pouvoir avoir terminé. C'est tout ce qu'ils attendent. C'est comme ça que réfléchissent les employés. Mais les entrepreneurs, eux, ne réfléchissent pas de cette manière. Les entrepreneurs voient le travail d'une manière totalement opposée. C'est incroyable en fait. Les entrepreneurs, eux, voient le travail comme étant une contribution, comme étant une passion, comme étant un processus de création, comme étant un objectif en soi, comme étant leur contribution au monde. Ils voient le travail comme une opportunité, celle d'accomplir leur mission, quelle que soit la mission qu'ils considèrent avoir, et ils ne se reposent que suffisamment longtemps pour pouvoir revenir au travail en bonne santé. Pour un entrepreneur, les gens qui réfléchissent comme des entrepreneurs, eh bien, l'idée de prendre sa retraite, c'est une idée qui est très perturbante, qui est source de confusion. Pourquoi prendre sa retraite quand on est passionné? Pourquoi prendre sa retraite quand on connaît la croissance, la contribution, quand on a un objectif? Pourquoi prendre sa retraite? Ça n'a pas le moindre sens. Donc, j'aimerais que vous réfléchissiez à ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez au travail. Quand une personne et ça n'est pas de votre faute, je n'accuse personne, on vous a appris à réfléchir comme un employé depuis toujours. Faites ce qu'on vous dit, soyez un bon petit soldat et on vous donnera une petite récompense. Et si vous ne le faites pas, eh bien, vous aurez des ennuis. Voilà ce qu'on vous a dit, voilà ce qui se passe depuis le début de votre vie. Donc, rien de plus naturel que d'avoir encore cet état d'esprit à l'intérieur de votre expérience dans le marketing multiniveau. Quand une personne qui a été formée à réfléchir comme un employé, il commence son voyage dans le domaine du marketing multiniveau, bien cette personne se dit « Ah, je suis mon propre patron. Je travaille pour moi-même. » Et pour la toute première fois, il n'y a pas vraiment de conséquences s'ils ne travaillent pas. Et comme ils ont été formés, ces gens, à ne pas travailler, à moins qu'ils ne soient menacés par des conséquences négatives, eh bien, ils rejoignent l'entreprise et que font-ils? Ils s'accordent un petit congé. Ils prennent un jour de repos, ils prennent une semaine de repos, ils prennent un mois de repos, et puis ils font grève. Ils disent « Ah, c'est débile, ça marche pas du tout, ce marketing multiniveau, ça fonctionne pas. » Parce que qu'est-ce que ça fait un employé fâché? Est-ce que ça fait face à ses responsabilités en tant que groupe ou est-ce que ça accuse quelqu'un d'autre? Eh bien, ça accuse quelqu'un d'autre. C'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre. C'est de la faute du système, la faute du produit, la faute de l'entreprise, la faute du pays, la faute de la réputation du marketing multiniveau. Il faut bien trouver une raison. Ça peut pas être eux, ça peut pas être de leur faute. Et donc, voilà pourquoi je vous parle de cohérence aujourd'hui. Les vrais entrepreneurs, ça va vous paraître bizarre, à certains d'entre vous en tout cas, mais les vrais entrepreneurs ne prennent jamais de congé. Les vrais entrepreneurs ne prennent pas de congé. Et ça va vous faire bizarre sans doute. Vous allez vous dire quoi? Vous voulez dire que je vais jamais pouvoir prendre un seul jour de congé? Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez vivre la vie que vous voulez. Moi, ce que je vous dis, simplement, c'est que si vous voulez atteindre le sommet de la pyramide, Marina et moi, nous ne prenons jamais de congé. On vit une vie merveilleuse. Ne vous y trompez pas. On aimerait apprendre le français parce qu'on aime beaucoup passer du temps ici, notamment dans le sud de la France.
Donc au mois de juillet, on partira en bateau de Naples, un bateau à voile. On ira sur la côte près d'Amalfi. Voilà le bateau sur lequel on sera. On l'a utilisé pour aller en Grèce l'été dernier, c'était merveilleux. Et ensuite, on partira vers le sud de la France et on longera toute la côte d'Azur, ça sera super fun. On va passer 2 semaines là-bas. Et après, on a loué une villa, super maison, à Aix, pendant tout un mois. Donc la famille va venir nous rendre visite, nos amis vont venir nous rendre visite. Et devinez quoi? Eh bien, tous les jours, il y aura quelque chose à quoi on va réfléchir, on prendra des notes, on fera des petits plans, on fera des téléconférences via Zoom. Il y aura des événements peut-être à Saint-Tropez, donc ça ne sera pas tout le temps. Et la famille râlera peut-être un peu, mais on trouvera toujours un moment avec Marina. On ira en haut, sur le pont du bateau, et on rêvera. On fera des rêves ambitieux. Donc trouvez... Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que les vrais leaders, ils ont cette base de cohérence qu'ils n'abandonnent jamais. C'est pas grave, ça peut être une demi-heure seulement, ou même 1 heure par jour. Peu importe où vous êtes, peu importe ce qui se passe dans votre vie, je suis sûre que vous avez toujours 1 heure par jour, 15 minutes par là, 15 minutes par-ci, et puis ça vous permet de continuer à avancer quotidiennement. Encore une fois, il faut se montrer cohérent. Alors, c'est possible que de temps en temps vous travailliez énormément, mais il n'arrive jamais que vous ne travailliez pas du tout. Et cette cohérence-là, ça vous permet de construire ou d'obtenir et de renforcer la confiance dans vos équipes. Si vous n'êtes pas cohérent, vos équipes ne vous font pas confiance. S'ils ne vous font pas confiance, ils n'agissent pas. Et s'ils n'agissent pas, votre entreprise ne réussira pas. Quand ils savent que vous êtes là, quand ils savent qu'ils peuvent compter sur vous, toujours, quoi qu'il arrive, eh bien, ils seront à vos côtés, ils seront prêts à agir. Et donc, la cohérence est numéro 3. Le numéro 4, on va remontrer la liste, c'est d'avoir une grande vision, une vraie ambition, pas seulement la vision de l'entreprise, pas seulement la vision de votre chef d'équipe, mais votre vision à vous. Les entrepreneurs ont une grande vision et la capacité de transmettre cette vision à d'autres gens. Quand vous savez que vous avez un excellent leader, eh bien, la plupart du temps, tout ce dont parlent ces personnes, eh bien, ces personnes ne parlent que de leur vision. Vous pouvez oublier le produit. Vous savez que vous avez quelqu'un qui travaille dur quand il ne parle que du produit. Les produits, les services, ça c'est quelqu'un ça c'est un bosseur. Et pourquoi pas? C'est bien d'être un bosseur. Mais comment est-ce qu'on reconnaît un leader? Eh bien, on reconnaît un leader au fait que cette personne ne parle que de sa vision. Dit sans arrêt, je vais vous dire où on va, je vais vous dire pourquoi ça va marcher, je vais vous dire comment on va y arriver, je vais vous dire comment on va réussir à obtenir ce qu'on a toujours voulu. Et ils réussissent très très bien à dépeindre tout cela pour des autres personnes, pour des tiers. De manière si claire, si limpide, que l'autre personne parvient vraiment à voir de quoi il parle. Et à ce moment-là, il commence à agir. Les personnes autour commencent à agir. Les grands leaders ont aussi des grandes visions et une excellente capacité à en faire part aux autres. D'accord? Donc, quand vous réfléchissez à votre propre vision, quelle est-elle? Quelle est votre vision d'avenir pour votre équipe? Il ne s'agit pas de simplement répéter la vision des gens qui sont au-dessus de vous dans l'entreprise, mais la vôtre. Quel est l'avenir de votre point de vue? À quoi ça ressemble tout ça? Comment pouvez-vous décrire à ces gens-là quelque chose qui les aidera à croire et à réfléchir à des choses plus grandes? Comment pouvez-vous planter une graine chez quelqu'un d'autre pour encourager cette autre personne à agir même s'ils ont peur, même s'ils s'inquiètent? Et ne vous y trompez pas. C'est vrai que dans nos entreprises, nous passons beaucoup de temps à lutter contre la peur, contre la crainte. C'est vrai que dans vos équipes, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent.
qui s'inquiètent de beaucoup de choses. Beaucoup d'entre vous s'inquiètent sans doute de beaucoup de choses. Et nous sommes là pour aider les gens à agir davantage. Et votre vision les aidera à agir, à surmonter leur peur et à agir. La 5e caractéristique, c'est le fait que les leaders sont capables de créer des actions. Quand ils rentrent dans une pièce, eh bien, les gens se tiennent un tout petit peu plus droit. Quand ils sont sur un appel Zoom, tout d'un coup, les gens commencent à faire un peu plus attention. Ils écoutent davantage. Les grands leaders veulent que les gens essayent d'obtenir leur approbation parce qu'ils veulent que vous soyez fiers d'eux. Les grands leaders trouvent un moyen quelconque de faire en sorte que les gens qui les entourent fassent davantage que ce qu'ils auraient fait autrement. Ils trouvent toujours un moyen. Alors, voilà les 5 caractéristiques. Parmi ces 5 caractéristiques, est-ce que vous trouvez qu'il y en a une qui est particulièrement difficile à apprendre? Il y en a une qui vous paraît compliquée? Difficile? Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, monter au sommet de l'Everest, c'est difficile. Apprendre la médecine, c'est difficile. Devenir un athlète à un niveau olympique, c'est difficile. Est-ce que tous ces points, est-ce qu'il y en a un qui vous paraît impossible à apprendre? Non. Tout est possible. Absolument tout est possible. Moi, j'ai appris à faire tout cela. J'ai appris à des gens comment enseigner ce genre de choses. Et vous êtes parfaitement capable d'apprendre ces 5 capacités. Et vous, est-ce que vous correspondez à ces 5 critères? Est-ce que vous avez ces 5 caractéristiques d'un bon leader? Et oui, vous voyez, ça vous permet aussi de déterminer quels sont les points sur lesquels vous devez travailler. Vous n'êtes pas très fort pour résoudre des problèmes, peut-être, travaillez dessus. Vous n'êtes pas très cohérent, travaillez là-dessus. Vous n'avez pas une vision très claire, et bien voilà sur quoi vous devez travailler. D'accord? Si vous n'arrivez pas à faire en sorte que les gens agissent, si les gens restent assis et ne font rien, eh bien il faut travailler là-dessus, essayer de faire en sorte de les pousser à travailler davantage. Si vous avez toujours besoin qu'on vous materne, eh bien il faut travailler là-dessus, devenir plus indépendante ou plus indépendant. Et voilà ce qu'il y a de beau dans notre profession. Je vous ai parlé de la première étape. Quand on bosse dur pour atteindre les 100 000. Étape 2, il s'agit de dupliquer. Étape 3, il s'agit de promouvoir. Étape 4. L'étape 4 concerne le développement du leadership. Plus on a de leaders dans son équipe, eh bien, plus on réussit à obtenir de résultats. Et il n'y a pas vraiment de limite dans notre activité. J'ai travaillé avec, je ne sais pas, une douzaine de personnes qui gagnent plus de 1 million de dollars US par mois. 1 million par mois. Je vais vous poser une question. S'ils font une erreur et qu'ils virent 1 million de dollars sur votre compte plutôt que sur le leur ce mois-ci, à votre avis, ça changerait votre vie un petit peu? Qu'est-ce que vous feriez? Combien de personnes est-ce que vous pourriez aider? Combien de causes, de grandes causes, est-ce que vous pourriez soutenir? Combien de problèmes est-ce que vous pourriez résoudre avec 1 million de dollars? Et imaginez un peu qu'on vous envoie encore ce million de dollars, ce même million de dollars le mois suivant. Et vous voulez entendre une statistique un peu folle dans notre activité, je vais vous donner un chiffre intéressant. Pour gagner 1 million de dollars par an, vous ne devez avoir qu'à peu près 20 personnes qui remplissent ces 5 critères dans votre équipe. 20 personnes suffisent. Pas 200, pas 2000, juste 20. Alors réfléchissez un peu à la quantité de personnes dans votre équipe qui en font partie ou qui remplissent ces 5 critères aujourd'hui. J'imagine qu'il n'y en a pas énormément. Mais est-ce que vous pouvez essayer de faire augmenter ce nombre? La réponse est oui, il faut trouver une personne qui a 3 caractéristiques parmi les 5. C'est tout ce qu'il vous faut pour réussir dans le marketing multiniveau. Et si je veux travailler avec vous,
Admettons que vous fassiez tous partie de mon équipe. Moi, je cherche des leaders. Des leaders, parce que les leaders, ça vaut plus que de l'or. Les leaders, c'est la chose la plus précieuse au monde. Moi, je cherche perpétuellement des leaders. Perpétuellement, sans arrêt. Devinez un peu ce que je recherche vraiment. 3 choses. La première, je cherche des gens qui sont volontaires, qui ont la volonté. Je ne peux pas forcer quelqu'un à réussir. Il faut le vouloir. Il faut vouloir faire un pas en avant, il faut vouloir faire face à ses peurs, il faut vouloir sortir de chez soi, il faut vouloir accepter d'être un peu gêné parfois au fur et à mesure quand on apprend. Il faut vouloir échouer, tomber, chuter, se relever. Il faut vouloir le faire même quand c'est un peu compliqué, même quand c'est pas parfait, même quand c'est un peu difficile. Il faut vouloir apprendre, il faut vouloir se relever toujours, il faut vouloir, et vouloir, je ne peux pas le faire à votre place. La deuxième chose que je recherche, c'est qu'il faut que ces gens soient formables, qu'il soit possible de les coacher. Je ne peux pas vous aider si vous ne m'écoutez pas. Je ne peux pas. C'est un fait. Dans le marketing de réseau, moi j'ai une philosophie. Je ne laisse personne sur le bord de la route. Nous allons tous arriver à la ligne d'arrivée ensemble. On ne laisse personne de côté. Mais ce que j'ai appris, c'est que si vous êtes vraiment, vraiment ambitieux, vous pouvez mettre quelqu'un sur vos épaules et les porter. Si vous êtes vraiment un surhomme, une surfemme, vous pouvez peut-être porter 2 personnes sur vos épaules. Mais essayez voir d'en porter 5. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose à la place de quelqu'un. Ça n'est pas possible. Et quand on continue à avancer, mais que les personnes s'arrêtent, eh bien, ne vous sentez pas coupable. Ne vous sentez pas coupable, parce que des fois, ça arrive. On se sent coupable, on a l'impression que c'est de notre faute. On a l'impression de laisser tomber les gens. Et voilà ce que font certaines personnes. Au lieu de continuer à avancer dans la direction de leur objectif, eh bien, ils s'arrêtent pour prendre soin de quelqu'un qui ne veut plus bouger. Et parce qu'il reste avec cette personne, eh bien, il ne bouge plus non plus. Alors, en continuant d'avancer, alors que la personne s'est arrêtée d'avancer, eh bien, ils ont fait leur choix. Cette personne a fait son choix. Et vous aussi, vous devez faire un choix. Même s'ils essayent de vous faire vous sentir coupable en disant c'est de votre faute, c'est de ta faute si je suis bloqué, eh bien, ça n'est pas vrai. S'ils sont bloqués, c'est parce qu'ils ne veulent plus. La plupart des gens qui rejoignent le marketing multiniveau, je vais vous donner une petite astuce. La plupart des gens qui font du marketing multiniveau viennent en touriste. Ils n'habitent pas ici, ça n'est pas le cœur de leur activité. Ils n'ont pas l'intention de rester là. Ils sont venus ici, ils ont pris des photos, ils sont montés sur 1 ou 2 manèges. Mais on sait qu'ils vont rentrer chez eux. La plupart des gens viennent en touriste. Et plus on le comprend vite, mieux on se porte. On espère qu'ils continueront à utiliser le produit. Mais il faut trouver quelqu'un d'autre. Il faut trouver quelqu'un qui est vraiment volontaire, qui a cette volonté. Trouver quelqu'un aussi que l'on peut former, quelqu'un qui nous écoute. Est-ce que certains d'entre vous aiment la pêche? Il y a des gens qui vont à la pêche? Vous allez à la pêche ou pas? Alors, si vous avez déjà pêché, vous pensez que peut-être vous avez attrapé quelque chose? Allez, vous relancez la ligne. Oh, je crois que j'ai quelque chose. Non. C'est juste des petits poissons qui mordillent à l'hameçon. Mais si vous avez déjà pêché et attrapé quelque chose, et bien là, vous savez quand un poisson a mordu à l'hameçon. Et devinez quoi? Moi, je sais quand j'en ai un. Quand
Les gens me montrent qu'ils sont prêts à apprendre. Je leur donne quelque chose à faire. Ils le font, ils reviennent vers moi, ils me disent oui, voilà, j'ai fait ça. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Waouh! Alors là, c'est génial. Ça, c'est génial. Ça, je peux en faire un diamant. Mais ils sont toujours là en train de rentrer en conflit, ils ne m'écoutent pas. Eh bien, moi, je choisis de ne pas travailler avec eux. Je peux vous trier dans cette salle très très vite. Je peux très vite comprendre qui est touriste, qui va être résident, qui va jouer, qui va pas jouer et qui va devenir le maire de la ville. Moi, je vais m'en rendre compte très 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 vite. Je cherche 3 choses. La volonté, l'apprentissage et la motivation. Est-ce qu'ils ont envie? Est-ce qu'ils sont ambitieux? Est-ce qu'ils veulent quelque chose? Si j'arrive à trouver ces 3 choses-là, je m'en fiche si vous avez eu que des échecs dans votre vie. Je m'en fiche si tout ce que vous avez touché n'a pas marché. Si vous avez été maltraité, si vous avez des problèmes de programmation, si vous ne connaissez personne, si vous n'avez aucun réseau, si vous avez tenté 15 fois et échoué, moi je m'en fiche. Vous avez ces trois atouts, je peux vous aider. Je peux vous aider à grimper jusqu'en haut. Si vous n'avez pas ces 3 atouts, je ne peux pas vous aider. Alors devinez quoi? Je vais très vite savoir. Si je demande ici, je pose la question, qui, à part les traducteurs, qui, combien d'entre vous êtes volontaires, souhaitent apprendre et combien d'entre vous avez faim? Levez la main. Ah oui, affamés. Je veux des affamés. Tout le monde lève la main. Ok, d'accord. Alors, devinez comment je vais faire le tri. Parce que ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas tous volontaires. Vous ne souhaitez pas tous apprendre et vous n'avez pas tous faim. Devinez comment je vais savoir. Je vais vous donner quelque chose à faire. Je vais vous donner des devoirs. Et ça, c'est mon outil numéro 1 pour identifier qui vous êtes, ce que vous faites, si vous êtes vraiment ou si c'est juste du blabla. Et si vous êtes très ambitieux, je vous en donne un autre de devoir. Et si vous revenez vers moi et vous me dites « Allez, j'en veux encore », alors là, je vous donne la main et on part. On y va. Si quelqu'un me dit « Je vais grimper » et je leur donne quelque chose à faire qu'ils ne font pas, ils me donnent toutes les excuses du monde. Ils ont été occupés, ça a été compliqué, les enfants étaient malades. Enfin bref, je vous passe les détails. Une excuse. Alors, au début, je me fâchais. Je me fâchais parce que ça me frustrait terriblement. Tu m'as dit que tu allais faire quelque chose, tu ne l'as pas fait, tu t'étais engagé. Et après, j'ai développé de l'empathie. Parce que parfois, les gens disent qu'ils sont ambitieux. Je leur donne un devoir et en fait, ils essayent d'être ambitieux, ils ont envie. Et j'ai appris à donner un devoir plus simple. S'ils ne font pas ça, eh bien, je donne quelque chose de plus simple, de plus simple, de plus simple, jusqu'à que ce soit tellement simple que s'ils ne font pas ça, alors là, c'est pas possible. Parce qu'il y a des personnes qui ont souffert toute leur vie, qui ont peur, qui sont sous le contrôle des opinions des autres. Certaines personnes sont volontaires quand ils sont devant moi, mais lorsqu'ils rentrent chez eux, eh bien, ils sont omnibulés par le négatif et n'arrivent pas. Combien d'entre vous avez des produits qu'une personne peut mettre sur sa peau ou bien ingérer? Est-ce que vous avez des produits comme ça que vous vendez, qu'on peut mettre sur la peau ou ingérer? Très bien. Alors, je sais qu'il y a des services, il y a des personnes qui vendent des services ici. C'est pour ça que je parle d'un produit tangible et concret. Alors, je vais peut-être tout simplement dire, ok, je les prends au téléphone là. Je réponds, oui, je les mets sur FaceTime, je les regarde.
Et je leur dis, amenez-moi votre produit. Ok, ils vont vers leur produit. Tournez la caméra, je veux voir le produit. Ils me montrent le produit, alors peut-être que le carton n'est pas ouvert. Ouvre le carton, sors le produit, votre produit principal, enfin ce que vous vendez. Sortez-le, ouvrez le carton. Si c'est quelque chose à mettre sur votre peau, je veux que vous en preniez, vous le mettiez sur votre main. Essayez sur une main et pas l'autre. Et faites ça 7 jours de suite et prenez une photo de ça tous les jours. Prenez une photo de ce geste tous les jours et de vos deux mains tous les jours. Ok? Super, c'est parti. On y va. Ça, c'est une petite story, non? Ils peuvent créer une story à partir de ça. Leurs produits, leurs mains, le tube, je sais pas. Si c'est un produit énergisant, et ben je dis prenez ce produit pendant les 10 prochains jours et racontez, expliquez comment vous vous sentez. Alors, je les prends en appel Zoom, je les fais regarder une vidéo, juste un petit truc simple. Et lorsque je comprends le niveau d'acceptation de ce qu'ils peuvent donner, de ce qu'ils peuvent faire, je peux commencer à développer cela et demander plus et plus encore. Donc, si je peux les faire avancer pas à pas, c'est tout ce dont j'ai besoin. Et petit à petit, je les booste, je les aide à prendre confiance, je les aide à développer leur estime d'eux. Et avec le temps, je crée du temps je passe du temps avec eux pour qu'ils passent à la prochaine étape. Ça, c'est mon processus. Voilà. Et alors maintenant, je peux faire le tri dans cette salle. Ah pardon, j'allais frapper, excusez-moi, j'allais vous frapper sans faire exprès. Oui, alors ça m'arrive parfois, hein, sans faire exprès. Hein. Et boum, une gifle. Non, pardon. T'es là, t'es pas là. T'es dedans, t'es pas dedans. Et quand je dis dedans, quand je dis t'es là, ça veut dire volontaire, soif d'apprentissage et motivé. Alors tu peux avoir peur, hein. Ça, je veux bien. Tu peux être anxieux, tu peux être nerveux, tu peux avoir honte, tout ce que tu veux, mais il faut que tu aies ces 3 atouts. Parce qu'une fois que tu as ces 3 atouts, moi, je vais rentrer en matière. Et je vais t'aider. Et je suis un professionnel. Je sais déterminer qui est prêt à recevoir mon assistance, mon aide. Et si vous avez confiance en moi, eh bien, on peut se lancer. Combien de personnes répondraient positivement à cette conversation? Combien d'entre vous diraient oui, ok, moi je suis partant, j'y vais? Levez la main. Au moins la prochaine étape, hein? Ouais? Donc, il me reste que 20 minutes. Waouh! Oh là là. J'ai tellement de choses à raconter. J'ai tellement de choses à raconter. Je pourrais vous parler pendant des heures de tout ceci. Et cela me nourrit. Pour ce groupe, oh là là, je me réjouis tellement. Pourquoi nous sommes venus ici avec Marina? Pour vous? Pour ce groupe? Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, vous avez plus faim que les autres. C'est pour ça que vous êtes là. Sinon, vous ne seriez pas venus. Vous avez de la volonté. Certains d'entre vous ne gagnez pas assez d'argent à travers votre réseau. C'est vrai, non? Ça me dit déjà beaucoup.
Et vous savez, il y a une des choses qui me plaît dans ma carrière, c'est que j'aime être la personne qui a un effet sur peu d'entre vous, qui va avoir un effet sur encore plus de monde. Un effet domino comme ça. Et voilà ce que je vais vous dire, ça peut vous paraître fou. Si vous arrivez à révéler votre potentiel, vous pourriez avoir un grand impact. Et ça, c'est simplement une question de décision. Et vous pourriez le faire, vous pourrez le faire avec ou sans votre équipe, avec ou sans moyens, vous pourrez le faire. Vous pourriez aider 1 million de personnes. Et qu'est-ce que ça vous fait de penser que vous pourriez aider 1 million de personnes juste parce que vous avez pris une décision? C'est cool, non? Franchement, incroyable. Hein? Et ce n'est pas juste une story. Hein. C'est pas un récit. Je suis pas en train d'essayer de vous convaincre. Je vous raconte pas des salades. Je suis pas là en train de vous booster. Je suis juste en train de vous dire que c'est possible. Moi, à l'école, j'étais pas bon. Surtout au lycée, j'étais dans les 20% les moins bons. J'ai été à l'université communautaire, comme on appelle ça, l'université populaire, et puis très rapidement, j'ai lâché. Je suis rentrée dans cette profession, et c'est là que j'ai appris à révéler la valeur des personnes. Alors, il y a certaines personnes qui trouvent que c'est un peu bizarre, il y en a d'autres qui se sentent un peu coupables de gagner de l'argent. Et en fait, ce que vous gagnez reflète le nombre de vies, le nombre de personnes sur qui vous avez un impact positif. Et ce qui est génial dans notre business, c'est qu'on ne peut pas s'enrichir si on n'est pas bon. Et si on n'aide pas les autres. Et on peut que s'enrichir en aidant les autres. C'est génial, non? Donc, si vous avez des problématiques avec l'argent, et on les a tous, je les ai eu aussi, vous n'êtes pas très à l'aise avec l'argent, le thème de l'argent. Oh là là, cela m'a pris des années pour surmonter ce problème relationnel que j'avais avec l'argent. Très rapidement. La plupart venaient de moi. J'avais l'impression que je ne méritais pas d'argent. J'avais l'impression que je ne valais pas la peine. J'avais vraiment l'impression d'être une imposture. Et chaque fois que mon business grandissait, eh bien en fait je le sabotais moi-même sans même m'en rendre compte. Chaque fois que j'avais de l'argent dans la poche, je trouvais des mauvais investissements, je faisais quelque chose d'idiot, je faisais une fausse manœuvre, une fausse manip avec mon argent. Je rencontrais les mauvaises personnes et hop, il fallait que je recommence. Et tout ceci sans m'en rendre compte, bien évidemment. Certains d'entre vous doivent travailler là-dessus. L'argent, c'est un outil. Il n'a pas besoin de vous consommer, mais l'argent est important. Et l'argent est important jusqu'à que tant que vous n'en avez pas assez. Et ensuite, pouf, vous n'avez plus à y penser. Vous vous en fichez des prix, vous vous en fichez de devoir choisir, vous vous en fichez de réfléchir à combien vous devez donner, gagner, contribuer, investir, parce que ça devient simple. Ça vaudrait le coup, non? Je vais vous montrer un petit tableau. Alors, devinez ce que les gens savent très bien faire.
Vous êtes tous très très bons à ça. Vous êtes les premiers, hein. La survie. Ça, tout le monde sait faire. Non, mais franchement, on pourrait donner des cours sur comment survivre. On est très très fort. Depuis le début de notre existence, nous survivons. Tout le monde qui viendra demain sera en mode survie. Et pour ça, on est très très doué. Parfois, on va aller un peu plus bas, et là, il y aura la crise. Une crise, peu importe, quelque chose d'externe qui va venir déclencher une crise. On doit absolument trouver 500 € ou alors on va nous couper notre abonnement téléphonique. Crise. Vous êtes un étudiant, vous devez étudier pour l'épreuve a lieu demain, vous n'êtes pas prêt. Vous allez devoir étudier toute la nuit. Crise. Vous ne faites pas attention à votre santé, vos relations, et tout d'un coup, tout va s'écrouler. Vous allez devoir agir. Crise. Vous voyez, les conséquences sont intégrées dans la crise. Donc, ce que les gens font de manière générale, c'est qu'ils vivent là, entre la survie et la crise, la survie et la crise. Ils réparent, ils gèrent la crise et ils redescendent. Ils gèrent la crise et ils redescendent, etc., etc. Et ça, c'est leur vie, c'est leur quotidien, c'est leur famille, c'est la vie de tous les jours, la norme. Et cela est vrai pour 99,9% du monde, qui vivent d'une crise à une autre, d'un drame à un autre, d'un salaire à un autre. Dès qu'ils recommencent à survivre, hop, ils retombent. Crise, ils travaillent, ils y arrivent, ils réparent. Et ils redescendent, et ils rechutent. Et lorsqu'on arrive à la prochaine étape, prochain niveau, c'est le succès. Le succès personnel, le vôtre. Pour vous, votre famille. Lorsqu'il fallait trouver 500 € avant que votre téléphone soit coupé, eh bien, vous pourriez aller en chercher encore 500. Mais la plupart d'entre vous, vous arrêtez là. Vous pourriez être un peu plus créatif et trouver une solution, développer quelque chose, mais non. Vous vous arrêtez là. Vous économisez comme un fou pour aller à Disney avec votre famille. Vous allez à Disney, et puis quoi? Hop, vous auriez pu continuer à économiser, à investir. Mais non, vous êtes arrêté là. Et ce sont les crises qui vous forcent à agir, bien sûr. Mais le succès ne le fait pas. Et le succès est quelque chose d'intérieur. Il faut décider que c'est quelque chose d'important. Et une fois que j'ai compris cela et que j'ai pu sortir, m'extraire de ce niveau, ce labyrinthe, moi j'avais fait 18 boulots avant l'âge de 23 ans. En haut, en bas, c'était jamais de ma faute, je ne savais pas quoi faire, personne n'était juste avec moi, j'avais que des problèmes, plein d'excuses. Enfin, j'ai dit, bon, ça va maintenant, ça suffit. Je vais aller plus loin. Et en fait, c'est un peu solitaire, hein. La plupart de vos amis restent en dessous, là. Alors bien sûr, lorsque vous atteignez le succès, vous allez peut-être redescendre vers la survie. Mais en fait, quand vous redescendez à la survie, ça va vous sembler crise, comme la crise d'avant. Donc, pas gérable. Si je vous enlevais votre pièce d'identité, votre liquide, votre argent, vos valeurs, et je vous mettais avec les sans-abri. Combien est-ce que cela vous prendrait dans un pays dont vous parlez la langue? Vous ne parlez pas la langue et vous ne connaissez personne. Combien de temps cela vous prendrait-il de vous extraire du monde des sans-abri? Pas longtemps, parce qu'en fait, vous savez très bien que vous n'appartenez pas à ce niveau-là.
Vous trouverez des solutions, c'est sûr. Vous sortirez de la situation, vrai? Eh bien, la même chose est vraie pour ceci. Vous redescendez à la survie, au mode survie, et vous vous dites « Oula, attendez, ça va pas du tout !» Et vous remontez au succès. Et le succès, en fait, c'est mieux que la survie. Alors, ça ne convient pas à tout le monde. C'est un petit groupe de personnes. Mais je suis là pour vous dire que c'est bien de travailler dur pour s'offrir des choses. C'est bien de travailler pour améliorer l'écolage de vos enfants, de vous offrir ce que vous voulez. C'est bien. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Ne vous sentez pas coupable. Vous l'aurez mérité, je vous l'assure. Et dans notre domaine, quand cela se passe, ne vous sentez pas coupable. Mais voici la magie qui arrive. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est qu'il y a un autre niveau. Et là, il s'agit du niveau de contribution. On peut aussi l'appeler le legs, le don. En fait, il ne s'agit pas uniquement de vous occuper de vous, mais d'aider les autres. Pourquoi est-ce que Marina et moi sommes venus ici? Vous croyez qu'on a besoin de l'argent? Nous, on a plein de sous, on ne sait plus qu'en faire. Non, on n'adopte pas des enfants en plus, non. Mais les nôtres ont déjà plein de moyens. Mais nous sommes là parce que notre vie fonctionne et notre but dans la vie est de contribuer, de donner. Cela nous fait triper. Moi, je sais qu'ici, dans cette pièce, il y a 20 personnes environ. Je ne sais pas qui, je ne peux pas vous dire qui. Mais il y a environ 20 d'entre vous qui allez devenir des légendes dans le marketing de réseau. Vous allez gagner plus d'1 million de dollars par année. Vous serez respecté dans votre communauté, dans votre profession. 20 personnes ici, j'en suis sûre. Et cela va changer l'histoire de votre famille pour les 500 prochaines années. Dans 300 ans, ils diront notre arrière-grand-mère en 2022 a pris cette décision que de changer les choses. Merci arrière-grand-mère. Merci d'avoir changé l'histoire de notre famille pour toujours. Et ça, c'est la vérité. 20 d'entre vous. Pour les autres, je suis ravie de vous avoir connu. Vous allez trouver votre niveau, vous allez vous épanouir selon votre préparation et ce que votre cerveau vous permet de faire. Il y a certains d'entre vous qui vont gagner 100 000 par an et vous allez vous dire « Bon, c'est bien, moi, je suis content. » Et je vous donne un tout petit avertissement. Si vous vous concentrez sur ceci, vous avez déjà entendu ceci plein de fois, c'est super. Mais c'est un peu vide. Vous avez la maison, la voiture, le bateau. Bon, ok. Combien de personnes qui ont vraiment réussi sont plutôt malheureuses? Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne contribuent pas, ils ne donnent pas. Donc en fait, ils maximisent, ils optimisent la contribution de leurs employés. Et puis voilà. Mais ici, nous exploitons nos opportunités au maximum en aidant les gens à exploiter les leurs au maximum. C'est vraiment génial. Et vous n'avez pas besoin de réussir pour être heureux et vous n'avez pas besoin d'être dans l'échec pour être malheureux. Mais c'est vrai que le succès implique des défis. L'argent est accompagné d'attentes, de dus.
de problèmes à régler, de droit, mais la possibilité de contribuer, de donner est vraiment inouïe. Nous étions à Berlin il y a 10 jours. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour être parmi vous. Donc nous étions à Berlin, nous sommes retournés à Los Angeles pour voir nos enfants. Ensuite, nous sommes revenus ici. Nous repartons pour passer les vacances de Pâques avec notre enfant de 16 ans. Nous travaillons un petit peu, évidemment, parce que nous travaillons un petit peu tous les jours. Mais ce changement et ce niveau de compréhension est essentiel. Comprenez pourquoi vous voulez faire ceci, et une fois que vous aurez compris, le succès sera à vous. Si vous faites ceci correctement, je vais vous faire une autre promesse, si vous faites ceci correctement, que vous apprenez les compétences, eh bien, vous irez très loin. On ne travaille pas juste pour l'argent. On peut en gagner, bien sûr, mais cela pourra ne plus être la véritable force. Et là, la force motrice. Et là, vous pourrez commencer à travailler sur le don. Et là, vous pourrez aider les autres. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, dans le leadership, je crois que j'arrive à bout de temps qui m'a été alloué. Est-ce que je pourrais faire les questions-réponses à un autre moment ? Est-ce que je peux dépasser de 15 minutes pour les questions-réponses ou est-ce qu'on doit s'arrêter là ? Les photos plus tard. Moi, je m'en fiche. Hein. Bon, super. Alors, qui a une question ? Une question sur le thème de votre choix. Levez la main. Posez-moi vos questions. Moi, j'ai un traducteur qui va m'aider. Allez-y. Vous pouvez allumer le micro, s'il vous plaît. Donc, Quand on commence comme moi, comment avoir de la chance? Comment... Bah, je vais vous dire un secret, en fait. Quand j'ai commencé, j'ai appris la loi de l'association. Je crois que ma femme vous en a parlé tout à l'heure. On devient un petit peu la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Et si vous n'aimez pas cette moyenne, eh bien vous avez 3 options. Soit vous limitez le temps que vous passez avec des gens négatifs, soit vous vous séparez de certaines personnes avec lesquelles vous ne passerez plus de temps du tout, ou alors vous passez plus de temps avec les gens qui sont positifs, qui sont incroyables, qui vous poussent vers l'avant. Mais le grand problème, c'est le suivant. On dit souvent, allez inviter un millionnaire à déjeuner. Oui, vous pouvez essayer en tant que personne qui ne réussit pas très bien, mais c'est pas facile, c'est même très très compliqué. Alors, moi, j'ai essayé de passer du temps avec des gens qui réussissent, et eux essayaient de limiter le temps qu'ils passaient avec moi, parce qu'ils ne voulaient pas que je devienne, ou que je les tire vers le bas, que je fasse partie de leurs 5, parce que moi, j'étais en train de faire baisser la moyenne. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, est-ce que vous avez une équipe de foot que vous aimez beaucoup ici? Quelle est votre équipe préférée en foot? On va dire le PSG. Paris? Ok. Votre équipe préférée, c'est le PSG. Admettons que moi, je sois amie avec tous les membres de l'équipe. Super, super amie avec tous les gens dans l'équipe, ok? Et je leur dise, allez, moi, j'aimerais bien jouer avec vous. Est-ce que je peux jouer? Et ils m'aiment bien, hein? Je suis juste une personne. Juste une personne qui veut rejoindre l'équipe. Ouais? Et que je sors, que je vais sur le terrain, que je joue avec eux.
Est-ce qu'ils réussiront à battre une autre équipe? Jamais de la vie. Ils ne seraient absolument pas capables de gagner contre qui que ce soit parce que moi, je suis dans l'équipe. Même si c'est une équipe exceptionnelle, moi, je suis le maillon faible et je vais faire baisser la moyenne de cette équipe. Donc les gens qui réussissent, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et la plupart de mes plus grands mentors ne savaient pas qu'ils étaient mes mentors. Ils n'en avaient pas la moindre idée. Ils n'en étaient pas du tout conscients. Et je vais vous dire une chose. Entre un mentor personnel et un mentor virtuel, vous savez ce qu'il y a de mieux? Quelqu'un qui vient chez vous, vraiment, qui s'assoit avec vous, passe la journée avec vous, ou un mentor virtuel que vous ne verrez jamais. Vous préféreriez lequel, vous? La plupart des gens préfèrent celui qui se déplace, qui vient vous voir. Et bien pourtant, ça n'est pas aussi bien qu'un mentor virtuel. Je vais vous dire pourquoi. Parce que mon premier mentor s'appelait Jim Rohn, et qui travaille dans le développement personnel. C'est mon héros. J'adore ce monsieur. Mais il n'avait aucune idée de qui j'étais. Il aurait dit, Jim avait un séminaire qui s'appelait un défi pour réussir, un séminaire de 3 heures. Admettons que Jim soit venu dans mon salon, se soit assis avec moi, et moi j'aurais été là, j'aurais pris des notes, j'aurais pu lui poser des questions, il m'aurait appris des choses, on aurait été en tête à tête, d'accord? J'aurais pris des notes, je serais partie. Première question, est-ce que je peux demander à Jim de revenir le lendemain et de me refaire sa présentation? Est-ce que je peux lui demander de revenir une semaine après pour me refaire sa présentation? À votre avis, est-ce qu'il reviendra même un jour? Je lui ai déjà demandé beaucoup de choses à cette légende du développement personnel. Par contre, Jim avait un programme audio que je pouvais acheter pour 69 $. Une bande audio. Et j'ai écouté ce programme 1000 fois. Je l'ai écouté, réécouté, et à chaque fois, j'ai appris quelque chose de nouveau. Donc, c'est un programme qui dure 3 heures. Donc, pendant 3000 heures, j'ai écouté ce monsieur parler de développement personnel. S'il était venu chez moi directement, j'aurais passé 3 heures avec lui. Et je pouvais avoir ces 3000 heures sans me sentir coupable. Je n'avais pas l'impression de l'embêter. C'était une cassette ou une bande audio. Et au final, nous sommes effectivement devenus amis. Je l'ai rencontré, on est très proches. C'était incroyable. Et il n'avait aucune idée de qui j'étais. Mais au départ. Et les gens comme Jim Rohn, Og Mandino, etc. Eh bien, j'ai acheté leur présentation, leur formation. Ils étaient dans ma voiture, dans mes oreilles, constamment dans ma tête. Et voilà ce que je vais vous dire. Si vous n'avez pas la possibilité de passer du temps avec quelqu'un qui réussit, si vous n'avez pas l'argent d'être vraiment en proximité physique avec ces gens-là, ça n'a pas d'importance. Trouvez-les sur YouTube. Trouvez un événement auquel vous pouvez participer à distance pour pas grand-chose. Ça ne coûte pas très cher. Vous avez vraiment la possibilité de le faire. Tout est là, surtout avec les réseaux sociaux, sur Internet. On n'entend plus le micro. Est-ce que vous pouvez le rallumer? Oui. C'est vrai. Je vais donc regarder plus de vidéos et peut-être qu'un jour je pourrai venir sur votre bateau et puis on deviendra amis. Oui, tout à fait, avec grand plaisir. On va l'applaudir. Merci beaucoup. Qui d'autre a une question? Vous avez parlé un peu plus tôt de cet état d'esprit d'employé par opposition à un état d'esprit de leader. Quelqu'un comme moi qui a cet état d'esprit d'employé, comment est-ce qu'on peut faire ce shift et devenir vraiment quelqu'un qui a un état d'esprit d'entrepreneur? Faites une liste de ce que vous faites qui révèle cet esprit d'employé. Par exemple, si vous avez toujours besoin qu'on vous dise que c'est bien, si vous attendez toujours l'approbation des autres, si vous attendez qu'on vous donne des instructions, si vous accusez les autres parce que vous n'avez pas fait suffisamment de progrès, tout ça, ce sont des signes d'un état d'esprit d'employé. Est-ce que vous avez toujours hâte de faire une pause, de vous arrêter, ou est-ce que vous voulez vraiment mettre le pied sur la pédale d'accélérateur? Ce qui m'a aidé, moi, c'est
vraiment d'être en contact avec autant de personnes que possible qui réfléchissent comme des entrepreneurs. Vous pouvez les trouver, ces personnes, dans votre équipe, dans votre entreprise, et vous pouvez en faire des amis. Et la première personne que j'ai trouvée en dehors de ma famille, c'était un type qui s'appelait Michael Nelson. C'est un super leader. Il vivait dans la même ville que moi. Et ça a été une expérience phénoménale. Il avait lui-même beaucoup d'expérience et il n'avait aucune raison de m'aider. Et donc, j'ai dû réussir à me tracer un chemin jusqu'à son cercle privé. Donc, je l'ai aidé, j'ai porté ses valises, je lui ai ramené des verres d'eau, je lui ai apporté son café, je suis venue le chercher à l'aéroport, peu importe. J'étais comme son majordome personnel, simplement pour réussir à être avec lui, à proximité de lui. Je lui ai dit de m'apprendre, j'ai regardé ce qu'il faisait. J'ai écouté des podcasts sur l'entrepreneuriat, j'ai lu des livres sur l'entrepreneuriat. C'est vraiment quelque chose d'important. Si vous voulez réussir, en fait, il y a 2 mots importants. Vous pouvez les écrire, ces mots. J'espère que ça va être compréhensible. Le premier mot, c'est l'immersion. Il faut être complètement en immersion dans ce que vous voulez maîtriser, dans ce que vous voulez connaître. L'immersion. Deuxième mot, c'est l'obsession. Je ne pense pas que vous puissiez être exceptionnel sans être un petit peu obsédé par ce que vous faites. Et si vous êtes suffisamment obsédé, passionné, si vous réfléchissez vraiment, si vous êtes obsédé par l'idée de réfléchir comme un entrepreneur, vous allez y arriver. L'obsession, de mon point de vue, ça n'est pas un trait malsain, c'est au contraire très sain, c'est ce qui vous permet de changer quelque chose. Les gens qui réussissent des grandes choses sont toujours obsédés. Je ne pense pas que ce soit possible de réussir à faire quelque chose de grand autrement. On va l'applaudir, quelqu'un d'autre ? Elle va vous aider, elle va me répéter la question. Vous pouvez y aller, vous pouvez poser des questions en français, allez-y, et puis quelqu'un va traduire pour moi. Ça, c'est quelque chose de très commun pour commencer. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le marketing multiniveau qui ont du mal avec ça, qui se sentent coupables. Pour moi, ça a commencé, en fait, les problèmes ont commencé assez tôt, parce que j'ai grandi dans une maison où les gens étaient très religieux, dans un foyer très religieux. Et dans la religion, on dit que c'est très difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Et moi, je me suis dit, bon, moi, j'aimerais bien aller au paradis, moi, j'ai envie de ça. Et je me suis dit, est-ce que je suis une mauvaise personne si je gagne de l'argent? Est-ce qu'il faudrait que je donne tout mon argent pour que j'en fasse don, pour être une personne noble? Et donc, c'était un peu difficile. Mais je pense que c'est un problème d'interprétation, pour être honnête. Moi, je suis un type de personnalité qui aime que tout le monde l'aime. Et il y a aussi une question qui est plutôt liée au manque de confiance en soi. J'avais pas l'impression d'en être digne, d'en être capable, de le mériter. Marina m'a probablement aidé plus que quiconque à surmonter tout ça. C'était très difficile pour moi d'accepter les compliments. Quand quelqu'un me félicitait ou me donnait un compliment, je trouvais ça toujours très difficile. Ça me mettait mal à l'aise. J'avais envie de leur dire mais non, pas du tout, pas du tout. Vous vous trompez. Et quand j'avais de l'argent, bah, j'invitais tout le monde à dîner, j'invitais tout le monde à déjeuner, je faisais des choses un peu folles, pas très malines d'ailleurs, et du coup j'avais jamais d'argent en fait, en tout cas pas longtemps. J'ai jamais beaucoup gagné en fait. Et j'avais beaucoup de mal à transformer de l'argent en un patrimoine, en une vraie richesse.
Et pour moi, le tournant, le vrai tournant, c'était il y a 10 ans, une dizaine d'années, je pense. Pas avant. Et j'ai 58 ans, donc j'avais 48 ans quand j'ai vraiment réussi à changer les choses. Si vous arrivez à changer les choses plus tôt, je vous le recommande vraiment. Mais... En fait, je racontais une histoire sur scène à un événement GoPro et Jim Rohn est venu et a parlé à l'un de mes événements. Et Jim Rohn, donc mon héros absolu, l'un des hommes les plus humbles que vous puissiez rencontrer. C'est vraiment un bijou, cet homme-là. Et il est venu sur la scène. Tout le monde s'est levé pour l'applaudir. Et les gens lui ont dit... Donc il a dit, mesdames, messieurs, merci beaucoup pour vos applaudissements. Je le mérite. Je les mérite. Je mérite ces applaudissements. Et moi, je me suis dit, quoi? Moi, j'étais en coulisses. Et j'étais, mais stupéfait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Jamais je n'aurais pu imaginer dire quelque chose comme ça moi-même. Mais ça a été une leçon. Tout ce qu'il faisait, c'était toujours une leçon. C'était une leçon sur l'estime de soi. Parce que lui, effectivement, c'est vrai, il l'avait bien mérité. Il avait bien mérité ses applaudissements. C'est bien vrai. Et je me suis dit, ok, c'est vrai, c'est acceptable de reconnaître son propre mérite. Et après, je lui ai dit, Monsieur Rohn, je vous ai jamais entendu dire une chose pareille. Et ça m'a un peu perturbée, parce que je me suis dit que je ne pouvais même pas m'imaginer, moi, dire une telle chose. Et il m'a dit, Eric, il faut que tu te rendes compte que tu as effectivement mérité ce que tu as construit, que tu mérites ce que tu as construit. Y compris les applaudissements, y compris l'argent, y compris le patrimoine, y compris tout le reste. Tout ce que tu peux en faire de cet argent. Et donc, je raconte cette histoire maintenant devant 5000 personnes, parfois. Et dans le public, souvent les gens me disent « dites-le maintenant ». Voilà ce qu'on me dit maintenant. On me dit bah, « allez-y alors ». Et moi, j'ai encore du mal. Aujourd'hui encore, devant 5000 personnes, j'ai bien du mal. Et me disent « allez, dites-le, dites-le, dites-le ». J'ai tendance à rougir comme un coquelicot. Et après, je dis, c'est vrai, je l'ai mérité. Quand je l'ai fait pour la première fois, les gens ont beaucoup applaudi. Et Marina a continué à me travailler, on va dire, après coup. En anglais, on parle beaucoup d'autocritique. Quand une personne se critique beaucoup. Quand une personne, plus que de l'autocritique, a plutôt tendance à se dénigrer elle-même en disant ouais non vous inquiétez pas pour moi peu importe. C'est des gens qui ont tendance à sans arrêt dénigrer leur propre travail, se dénigrer elles-mêmes. Mais je pense que ce dénigrement c'est parfois destructeur vraiment, en étant méchant, en manquant de gentillesse envers vous-même. Quand on gagne $1 dans le marketing multiniveau, eh bien on a mérité ce dollar. Quand on gagne $1 million dans le marketing multiniveau, on l'a mérité ce million aussi, et je vous le promets, c'est vrai. Si on avait plus de temps, je pourrais vous parler du chemin qui nous mène de gagner de l'argent à créer un patrimoine. C'est vrai, il faut d'abord gagner de l'argent, et ensuite on peut transformer cet argent en un véritable patrimoine, en une véritable richesse. Et je vais vous dire quelque chose qui vous paraîtront peut-être un peu banal, un peu... Ça vous paraîtra peut-être aussi un petit peu arrogant. Moi, j'ai toujours adoré les voitures. Quand j'ai grandi, j'ai toujours été un fan de voitures. Il y en a des autres qui aiment les voitures ici. Moi, j'adore les voitures. C'est tellement fun, une voiture. J'aime bien les belles voitures. Parce que quand j'étais petit, on n'avait pas les belles voitures. Et donc, Marina a décidé qu'il fallait qu'on s'achète une Rolls. Moi, je l'ai regardée en lui disant « Mais enfin, une Rolls-Royce, quelle idée !»
Tu plaisantes? Et on a acheté une Rolls-Royce, le modèle Ghost, une voiture magnifique, et je suis montée dans cette voiture et j'ai eu l'impression d'être complètement d'être un usurpateur. J'ai eu l'impression que tout le monde se voyait totalement au travers de tout ça. Émotionnellement, ça a été très difficile. Mais avec le temps, petit à petit, je me suis habituée. Et je crois que maintenant, on en a 3, des Rolls-Royce. On a des voitures incroyables, des voitures vraiment, ça paraît ridicule, mais... Et ça arrive sans arrêt, c'est étape par étape, c'est un problème qui est récurrent en fait. Et je vous dis ça parce que je veux que vous voyez ce qui est possible pour vous. Une fois qu'on commence à accepter à quel point on est soi-même incroyable en fait, vous êtes vous-même incroyablement précieux, il faut s'en rendre compte. Et une fois qu'on a compris ça, eh bien, plus de limites. On vit dans un jeu vidéo et il n'y a pas de limite, il n'y en a pas. Vous pouvez grimper les niveaux, niveau après niveau, aussi loin que vous le voulez. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée à l'aéroport, puis ensuite je conclurai. Au début, je réservais toujours les vols les moins chers. Des vols, mais que je qualifierais de douloureux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, des lignes pourries avec 5 aéroports, etc. Parce que je me disais, oui, bon, c'est pas grave, si je peux dépenser un peu moins, pourquoi pas, avec des sièges épouvantables et pas de place, etc. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis ensuite, j'ai commencé à me dire, non, maintenant j'en ai assez des escales. Les escales, ça suffit, je vais faire que des vols directs. Si c'est possible, je vais prendre que des vols directs. C'était la première étape. Ensuite, j'ai commencé à avoir des miles parce que je volais souvent. Et donc, en récoltant suffisamment de points, on peut avoir parfois un ticket en première classe ou en business class, etc. Parce que ça me viendrait même pas à l'esprit à l'époque d'acheter un ticket en business class. Dans ma famille, on ne fait pas ça. Si je racontais ça à mes parents, ils me disaient quoi? Mais c'est du gâchis d'argent, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Quelle idée, c'est 10 ans de ta vie pour aller de Vegas à Paris. Qu'est-ce qui te prend? C'est idiot. Mais non. J'ai décidé de le faire quand même. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis un jour, Marina et moi, on a dit, c'est quoi? C'est fini, on ne voyagera plus jamais en deuxième classe. Plus jamais en économie. C'est pas parce qu'on avait plus d'argent. C'est simplement qu'on a pris cette décision. On a décidé d'être plus généreux envers nous-mêmes. On a dit, c'est terminé. Économie classe, plus jamais. On sera en business ou en première classe, c'est tout. Et ensuite, ouais, j'ai un ami qui avait un jet privé très très sexy. Et je me suis dit, et il nous a emmenés quelque part sur son jet. Et je me suis dit, ça c'est glamour, ça c'est classe. Je me suis dit, est-ce que ça serait une possibilité pour nous? Et on s'est donné la permission à nous-mêmes. Je sais pas, c'était il y a peut-être 4 ou 5 ans qu'on a acheté notre premier jet privé. Ouais, il est là. Vous avez la photo. Ça, c'est le nôtre, maintenant. Ça doit coûter... Enfin... En fait, on peut aller de côte à côte aux États-Unis. On peut aller de la Californie à Miami. C'est un 6 places, en fait. Et donc, on a utilisé cet avion maintenant plusieurs fois. Et moi, j'ai une femme qui a beaucoup d'imagination. Et elle aime beaucoup, beaucoup le sud de la France. Elle aime beaucoup l'Europe. On passe beaucoup de temps en Europe. Et donc, on vient d'acheter un nouvel avion. Donc là, à gauche, vous avez le Jet GoPro. Le nouveau, c'est un G550 qu'on vient d'acheter. On est en train de le repeindre actuellement, donc voilà à quoi il ressemblera. Il y a 18 places dans cet avion, 8 places pour dormir. C'est pas mal, hein? C'est quelque chose quand même.
Et Marina, sur sa plaque d'immatriculation, vous savez ce qu'il y a écrit? Voilà, donc ça c'est quand on décolle, on a cette vue du haut de l'avion, et on est en train de peindre le haut de l'avion pour que ce soit la même chose que sur la plaque d'immatriculation de Marina, à savoir badass, dur à cuire. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que je veux que vous sachiez que tout est une question de prise de conscience. Si vous prenez conscience que vous jouez à un nouveau... Vous ne jouez pas dans la bonne ligue, vous devriez être une ligue au-dessus, eh bien, il faut vous donner l'autorisation de le faire. Et je vais vous dire une chose, et ça aussi, vous pouvez le noter. Il faut vous donner l'autorisation. Vous donner à vous-même l'autorisation de voir beaucoup plus grand. Cette autorisation, cette permission, ça c'est un mot très important. On ne peut pas simplement voir plus grand, il faut s'autoriser à le faire avant d'y parvenir. S'autoriser à laisser derrière nous cette culpabilité, s'autoriser à accepter que d'autres vous jugent s'ils veulent vous juger. Je sais qu'il y en a peut-être parmi vous qui se disent « Oh là là, c'est quel crâneur, il fait le malin ». Mais sauf que c'est pas ça, je veux simplement vous montrer que tout ça c'est disponible, c'est accessible, c'est possible. Et il faut se donner l'autorisation de l'imaginer. Nous n'aurions jamais réussi à aller si loin si nous ne nous étions pas autorisés à le faire. Si on l'a fait, vous pouvez le faire aussi. Tout ce dont vous avez besoin, eh bien, notre activité peut vous permettre de l'obtenir. Vous pouvez créer une trésorerie, transformer cette trésorerie en un véritable patrimoine qui changera la vie de votre famille sur des générations, pas simplement assez pour payer les factures, mais aussi pour payer les factures de vos petits-enfants, de vos arrière-petits-enfants, pour vraiment faire en sorte de changer les choses pour les gens qui comptent à vos yeux. Alors, moi, je suis venue ici parler à une vingtaine de personnes et je suis super, super enthousiasmée à l'idée de ce que vous allez faire avec ce que je vous ai dit aujourd'hui. Je suis enthousiaste pour les gens que vous allez aider, pour tout ce que vous allez faire. Certaines d'entre vous, on s'y attend pas du tout. Certaines d'entre vous font leur premier pas. Certains d'entre vous sont déjà dans ce métier depuis 15 ans et personne ne s'attend à ce que vous réussissiez aujourd'hui. Ils se disent déjà, oh, elle a sans doute tout donné. Sauf que c'est pas vrai. Vous n'avez pas encore exploité la totalité de votre potentiel. Certaines d'entre vous ont simplement besoin d'un coup de pouce. Et une fois qu'on prend une décision, une fois qu'on dit j'atteindrai le sommet, une fois qu'on prend la décision de le faire, eh bien personne ne peut vous arrêter. Dans d'autres entreprises, c'est possible, mais pas dans le marketing multiniveau. On peut aller jusque tout en haut. Et une fois qu'on arrive en haut, on peut avoir un impact, un véritable